Bonjour à tous. On va clôturer cette journée, clôturer ces webinaires par celui sur le stockage et la conservation, avec notamment les évolutions réglementaires et la mise en œuvre des solutions pour l'après-CIPC. C'est un chantier important pour l'Institut, pour la filière, pour vous, producteurs et acteurs de la filière. Et il nous faut partager régulièrement sur ce sujet les dernières avancées pour répondre à toutes vos questions. Donc, comme je le disais, deux de mes collègues vont présenter bon nombre de résultats cet après-midi. Deux collègues qui sont basés à Étrémons, Villars-Saint-Christophe, on va dire dans les Hauts-de-France. Michel Martin et Morgane Flech, je les laisserai se présenter rapidement lors de leur prise de parole. Mais bien entendu, ils sont spécialisés dans le domaine que l'on va travailler cet après-midi. Et puis, je suis avec deux collègues aussi on va dire, en back-office. François Guigonis, qui est ingénieur régional sur le centre de la France, qui va jouer le rôle de modérateur, donc gestion des questions. On va faire ça en binôme dans la dernière partie de ce webinaire. Anaïs Tourcel, ingénieur régional Nord, qui est productrice de l'événement. Donc, c'est grâce à elle que vous voyez les choses s'afficher, les webcams, les PowerPoint, ainsi de suite, le jeu d'image, on va dire. Et puis, une autre collègue là qui est Jeanne Gallet, assistante pour l'équipe ici à Étrémons et qui a permis la promotion de l'événement, mais aussi tout ce qui est gestion administrative, inscription, enquête de satisfaction et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Michel, le temps qu'on va dire que le PowerPoint fonctionne bien, qu'il y ait de la prise en main par l'ensemble des collègues. Et je laisse Michel amorcer cette première intervention sur le stockage et la conservation. Et écoute, bon courage Michel et à tout à l'heure. Je te laisse activer ton micro. Bonjour à vous tous, présents là devant ce webinaire. Notre intervention là, de cet après-midi avec Morgane va se faire en plusieurs points, en quatre sessions, entrecoupées d'une séance de questions. En ce qui me concerne, je vais commencer par évoquer un point réglementaire. On va faire un petit point sur l'évolution de la LMRT en ce qui concerne le CIPC et le plan de surveillance qui va nous concerner au niveau France ces prochains mois. On viendra à cette occasion également sur cette problématique CIPC sur des résultats de nettoyage, sur lesquels il va falloir être vigilant pour pouvoir respecter cette LMRT dès qu'elle sera mise en application. Et puis, après une petite séance de questions, là, on pourra regarder les solutions disponibles, avec les résultats des nouveaux inhibiteurs qu'on a pu obtenir au niveau de l'Institut, et en faisant également des recommandations, par contre, sur la sécurité dans leurs applications, puisque là, c'était des changements qui nécessitent de revoir peut-être ce volet. En ce qui me concerne, je vais évoquer le plan réglementaire sur le plan de surveillance et de contamination croisée sur la LMRT. Sujet que l'on avait déjà pas mal suivi les années passées au niveau de l'Institut, pour faciliter l'obtention de cette LMRT. Puisque là, je le rappelle, le CIPC effectivement est interdit maintenant depuis le mois d'août, mais tous les efforts engagés par les filières sur les années passées, les mois précédents, ont permis quand même fin septembre de valider la possibilité d'avoir pour les années à venir des résidus encore présents dans les tubercules, en contamination croisée dans les bâtiments. Mesure qui, si elle a été votée au mois de septembre, sera finalement opérationnelle qu'à partir de l'été prochain. Cette obtention d'une LMRT s'est fait grâce
à la, comment dire, à l'implication des filières, mais à la demande quand même de la fourniture d'un rapport à fournir aux autorités européennes à la fin de cette année sur l'état du nettoyage des bâtiments de stockage et des résultats des niveaux de résidus que l'on était susceptible de trouver dans ces bâtiments de stockage. Donc cette LMRT, elle est aujourd'hui validée. Donc un petit schéma pour visualiser bien comment l'opération doit se passer, hein. On va donc à partir de l'été prochain passer à cette LMRT. À ce jour et durant toute la campagne, on va rester quand même au niveau de 10 ppm jusqu'à la fin de campagne, ce qui laisse quand même une petite bouée de sécurité au cas où des nettoyages n'avaient pas été complètement terminés. Mais la volonté de la Commission, c'est bien d'avoir une mesure malgré tout qui soit temporaire et progressivement, donc à la suite des plans de surveillance dont on va parler un petit peu après, d'évoluer vers un niveau le plus faible possible, donc en termes de résidus présents dans les tubercules mis en marché. Excuse-moi Michel, est-ce que tu pourrais rapprocher ton micro parce qu'il semble que le son ne soit pas optimal. Voilà, avec quelques grésillements, si ça ne te dérange pas. D'accord. J'espère que c'est mieux comme ça. Donc Oui. le monitoring plan, le plan de surveillance, donc il a été déterminé au niveau européen. Il vise à récupérer des données, donc en termes de niveau de contamination croisée que l'on pourra obtenir sur le CIPC, avec, comme je l'évoquais, un rendu à faire pour le 31 décembre de cette année, en y incorporant également des données sur les suivis des opérations de nettoyage au niveau des bâtiments. Donc pour que ce plan de surveillance ait pu être validé au niveau européen, sous la coordination de la Potato Value Chain, il a fallu aux filières montrer un petit peu patte blanche et dire comment elles allaient procéder. Et donc pour ce faire, il y a la nécessité de travailler sur un nombre de données suffisantes, un nombre d'échantillons prélevés de valeur suffisamment important au niveau des pays européens, en conservant une bonne représentativité, bien entendu, des différentes filières, des différents modes de stockage et une méthodologie homogène sur l'échantillonnage. Donc finalement, ça se traduit par quoi en pratique ce monitoring plan au niveau européen? Donc c'est finalement 1210 échantillons qui doivent être collectés à l'échelle de l'Union européenne pour abonder à ce monitoring plan, à ce plan de surveillance. La déclinaison, en fait, elle va se faire essentiellement sur les 4 principaux pays producteurs de pommes de terre impliqués dans les démarches, que sont la France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Et donc, avec une répartition au final de ces échantillons au prorata de la production de chacun de ces pays, ce qui correspond à la fourniture d'informations sur 350 bâtiments du côté français pour cette année. Des échanges ont eu lieu au niveau, dans ces dernières semaines, ces derniers mois, au niveau français, pour voir comment répartir un petit peu ces prélèvements. Et donc, pour garantir cette représentativité, en fait, on est allé vers une clé d'entrée qui va se faire via les interprofessions, avec au prorata également de la production qui les concerne, et ensuite une déclinaison par secteur ou par opérateur. Au niveau de la clé de répartition finale, il y aura un tirage au sort qui doit être réalisé pour obtenir une bonne représentativité de chaque catégorie de production, mais également de type de mode de stockage.
Ce qui fait que vous qui êtes derrière l'écran, ou devant l'écran plutôt, il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont susceptibles de participer ou voire d'être acteurs de ce plan de surveillance qui va se mettre en place dans les tout prochains jours. Ce plan de surveillance il va s'appuyer sur des procédures d'échantillonnage qui sont définies, qui visent à allier représentativité et praticité pour les préleveurs, en mettant en place deux types d'échantillons distincts, selon les méthodes de prélèvement, ou l'endroit de prélèvement. On passera assez vite en revue un petit peu ces types d'échantillons juste après, avec des prélèvements plutôt pris sur le dessus du tas, on va appeler in situ, ou des échantillons mixtes, au moment du déchargement du bâtiment, ou voire du déchargement du camion qui arrivera au niveau de l'opérateur, que ce soit un négociant ou un transformateur. Donc c'est cette méthodologie qui va être adoptée. La voilà un petit peu déclinée. On va pas rentrer dans le détail. Ceux qui seront amenés, j'allais dire, à intervenir dans ces procédures du plan de surveillance. Mettront en pratique ces recommandations. Sachant que les échantillons seront systématiquement constitués d'au moins une douzaine de tubercules pour 1,5 kg minimum également de pommes de terre. Lorsque l'on a affaire à un tas vrac, une déclinaison entre le in situ, haut de tas, front de tas, qui pourra se faire. Si on va faire ce prélèvement dans le tas de pommes de terre, directement dans le bâtiment. Sur le haut de tas, on aura un prélèvement aléatoire à la surface du tas, en creusant un petit peu en profondeur, au moins supérieur à 10 cm pour éviter l'artefact du sommet de tas, vraiment des tout derniers tubercules, en veillant quand même à ne pas prélever trop près des bords, là où on pourrait avoir malgré tout ponctuellement une hétérogénéité au niveau des résidus qui pourraient se retrouver sur les tubercules. Le principe du front de tas, là, ça va être de prélever à hauteur plutôt d'1 mètre du sol, des pommes de terre, sur toute la largeur du bâtiment, de façon à avoir quand même un échantillon représentatif. En ce qui concerne cette représentativité, puisque c'est quand même ce point important dans les prélèvements, c'est quand même au travers des échantillons mixtes que on pourra certainement mieux l'appréhender, sachant que pour cet échantillon, ce prélèvement, l'idée c'est de prélever des pommes de terre au fur et à mesure du chargement d'un camion, ou au fur et à mesure du déchargement du dit camion. Un petit schéma pour illustrer finalement un peu le mode opératoire un petit peu de ce prélèvement dans un bâtiment vrac, si on travaille sur du dessus de tas ou sur du front de tas. Pour le bâtiment de stockage en caisse, là on a toujours ces deux catégories de ce type de prélèvement, des prélèvements in situ ou des prélèvements mixtes. Le in situ, on se retrouve également dans la même situation que pour le vrac, en prélevant des pommes de terre sur le dessus du tas, en veillant à travailler quand même que au travers du bâtiment sur la même variété de pommes de terre, le même lot de tubercules, puisque là on a peut-être beaucoup plus de mélange dans les bâtiments de stockage
comment dire, en caisse qu'en vrac, hein, au niveau de l'homogénéité variétale. Donc là, il faut quand même faire attention à bien prélever sur la même variété. Mais donc là, avec la volonté toujours de pas de prélever un petit peu en profondeur dans les caisses pour avoir un échantillon prélevé des tubercules représentatifs. Et idem ensuite, c'est pour ce qui est du mixte, donc soit des prélèvements qui sont faits avant de charger les palox sur les plateaux, sur les camions, ou alors au moment de la vidange des caisses, soit par exemple donc quand même chez l'agriculteur, donc pour remplir avant de remplir des big bags par exemple, ou alors au moment de la vidange de ces caisses ou de ces big bags chez l'acheteur. C'est pour ces procédures d'échantillonnage, en tout cas, on recommandera à toutes les personnes qui interviendront d'être prudents quand même, hein, donc de bien respecter les règles de sécurité lors de la réalisation de ces prélèvements, hein, tout particulièrement lorsque l'on aura affaire à des prélèvements dans les bâtiments de stockage caisse, pour lesquels quelquefois l'accès au-dessus de tas peut être un petit peu compliqué. Donc là, il vaudrait mieux quand même plutôt travailler au rechargement des camions dans ces cas-là. Et dans tous les cas, en tout cas également, par rapport à des démarches sécurité, veiller à apporter les EPI adéquates, hein, si on est encore dans des bâtiments qui viennent juste d'être traités par un traitement antigerminatif, donc pour lesquels là, des délais d'entrée dans les bâtiments peuvent être quand même un facteur à prendre en considération. Au niveau de ce plan de surveillance, comment sont prévues d'être récupérées un petit peu les données en 2 étapes en fait, hein. Dans un premier temps, il y aura les opérateurs qui récupéreront l'ensemble des données du stockage, puisque là l'idée c'est bien d'avoir effectivement des données en termes de niveau de résidus présents dans les tubercules qui seront analysés. Par contre, il y aura la nécessité également de bien tracer le mode de conservation de ces pommes de terre, donc les types de bâtiments dans lesquels les prélèvements auront été réalisés. Est-ce que l'on a affaire à des stockages vrac, à des stockages caisses, mais également l'historique du bâtiment, à la fois en termes d'application de CIPC, de savoir si on a un bâtiment qui n'a reçu que pendant 2 ou 3 campagnes du CIPC, ou si on a affaire à un bâtiment trentenaire avec quasiment autant d'années d'application de CIPC. Hein, donc l'objectif, c'est bien de fournir des données au final, comment dire, bien documentées sur l'historique de la donnée. Bien entendu, les résultats d'analyse pourront être récupérés donc avec les centralisés, donc dans un premier temps au niveau de la structure qui réalisera de manière opérationnelle ces prélèvements, sachant que l'ensemble des données qui auront été recueillies seront ensuite retranscrits sous la forme d'un formulaire d'enquête, donc qui permettra de centraliser l'ensemble des données, ce qui permettra ensuite de travailler sur ces données, de les rassembler et d'avoir les démarches statistiques appropriées. Sachant que, bien entendu, les données françaises seront tracées, mais que cette base de données globale correspondra à l'ensemble de la base de données également européenne, hein, puisque là, c'est bien un rapport à l'échelle européenne qu'il y a lieu de fournir à la Commission à la fin de cette année. Donc voilà en ce qui me concerne, pour tout ce qui concerne ce plan de surveillance, donc qui va mettre en avant, si besoin également, l'importance qu'il pouvait y avoir également à limiter le risque de contamination croisée pour être au carré par rapport aux besoins de la LMR.
et donc là, de la LMRT à venir. Et je passe la parole à Morgane sur cette partie-là. Bonjour à tous. Alors Morgane Flay, je travaille à Arvalis sur le stockage et la conservation des pommes de terre. Et comme l'a dit Michel, je vais maintenant vous faire un focus sur le nettoyage des bâtiments. Alors, tout d'abord, pour rappel, il y a une documentation qui a été élaborée par la Potato Value Chain qui fait un récapitulatif sur ce qui a besoin d'être fait sur le nettoyage. Donc, notamment avec une planchette visuelle de ce qui est bon ou pas bon, notamment au niveau du couloir technique, au niveau des résidus visuels qui peuvent être faits. Et également tout un récapitulatif sur le type de nettoyage qui doit être fait entre le nettoyage à sec, le nettoyage au Karcher, donc en fonction des différentes zones, le couloir technique, les caillebotis. Donc voilà, qui peut faire tout un récapitulatif dessus. Donc si jamais vous n'y avez pas encore eu accès, il est disponible sur le site Arvalis Info. On vous mettra le lien en fin de présentation. Alors, en 2018-2019, pour rappel, on avait fait une campagne de prélèvement de tubercules pour justement accompagner cette demande de LMR temporaire et avoir quelque chose de réaliste. Et en faisant une analyse de tous nos résultats, on avait obtenu que 95% de nos échantillons étaient inférieurs ou égales à 0,36 mg par kilo. Donc, par rapport à ce que vous a dit Michel, la limite a été votée à 0,4 mg par kilo. Donc, dans cette situation-là, on avait 5% des cas où potentiellement on pouvait avoir dépassement de cette limite, sachant que nous, dans nos résultats, on avait également fait des prélèvements, ce qu'on appelle hotspot, donc proche de tout ce qui va être couloir technique, au-dessus des gaines de ventilation, où là, on sait qu'on a des résultats qui sont plus élevés, qui du coup réaugmentent un petit peu cette moyenne de nos résultats. Donc, malheureusement, s'il y a des dépassements de la LMRT, les pommes de terre ne sont ni commercialisables pour l'alimentation humaine, ni pour l'alimentation animale. Donc, au mieux, ça part en méthanisation et au pire, ça part en destruction. Donc, on avait fait plusieurs prélèvements sur des bâtiments type agriculteur pour voir l'efficacité du nettoyage. Donc là, dans ce cas-ci, on était sur un bâtiment des années 2000 qui avait une capacité de stockage d'environ 500 tonnes et qui avait été traité au CIPC en poudre. Là, il y avait eu un nettoyage fait par une entreprise par prestation et on a fait des prélèvements avant le nettoyage et après le nettoyage. Et si les résultats vous sont présentés sous forme d'indices, donc c'est-à-dire qu'on a mis sur une base de 100 les prélèvements qui ont été faits avant lavage et on a rapporté par rapport à ça les prélèvements qui ont été faits après lavage. Donc, pour nos prélèvements qui ont été faits sur le sol, on a une bonne efficacité d'élimination des résidus. On avait 81% d'élimination des résidus de CIPC avec le nettoyage. Pour le sol du couloir technique, on a eu en moyenne 80% d'efficacité. Et au niveau des murs, on a eu 56% d'efficacité. Donc au niveau des murs, on a une efficacité un petit peu moindre, mais au niveau des sols, on avait eu comme une efficacité assez intéressante. On s'est également intéressé à un nettoyage réalisé par un agriculteur lui-même. Donc là, on était sur un bâtiment de 2012 avec une capacité d'un peu plus de 1000 tonnes de stockage et qui avait reçu pendant 7 ans de la thermonébulisation de CIPC. Alors ici, au niveau des murs, on a eu une efficacité du nettoyage de 13% et des sols de 20%. Donc là, une efficacité beaucoup moindre, notamment avec ce qu'on a vu auparavant. Pour les ventilateurs, ici, on a eu une très très bonne efficacité. Et pour les palox, on avait aussi 89% d'efficacité. Alors, dans ce stockage-là, les palox, j'avais eu contact avec l'agriculteur. Je sais que les palox avaient été très bien lavés de manière rigoureuse, qu'il y avait eu beaucoup de temps qui avait été passé dessus. Au niveau des ventilateurs également, suite aux différentes communications qu'on a pu faire sur le fait que la concentration était bien concentrée dans tout ce qui était ventilateur, couloir technique. Donc, il y a eu une partie de nettoyage qui avait été assez rigoureuse à ce niveau-là. Et effectivement, sur la partie d'air de stockage, on va pouvoir retrouver des différences entre un nettoyage, on va passer 1 journée et demie à 2 jours à nettoyer tout un bâtiment, et un nettoyage où on se trouve à 10 mètres de distance entre le mur et le Karcher, et où le nettoyage va être fait en 1h30 chrono en main. Donc c'est pour ça qu'on réinsiste sur l'importance d'avoir un nettoyage très rigoureux. Encore un autre cas de bâtiment, donc ici un bâtiment de 2010 d'une capacité de 1000 tonnes qui a été traité par thermonébulisation.
Donc ici, c'est des prélèvements faits dans la partie couloir technique. Donc au niveau des sols de ce couloir technique, on a une efficacité de 41%, et au niveau des ventilateurs, une efficacité un peu plus importante de 72%. C'est aussi pour mettre en évidence qu'il y a une variabilité de contamination déjà au sein des bâtiments et également au niveau du nettoyage. On s'est également intéressé à ce qui pouvait se passer au cours d'une période de stockage, de manière un peu plus, on va dire, naturelle, sans action particulière. Donc ici, dans un bâtiment de 1994 avec une capacité de 600 tonnes et qui avait aussi bien reçu de la poudre de CIPC que de la thermonébulisation, on a fait des prélèvements au début de la campagne avant que les pommes de terre ne rentrent dans le bâtiment et à la fin de la campagne après le déstockage. Donc ici, on avait eu une campagne de traitement au dormir et ce qu'on a pu constater, notamment si on regarde le graphique d'indice des résidus, c'est qu'on a eu une efficacité, on va dire, naturelle pour éliminer ces résidus de CIPC. Donc notamment une bonne efficacité au niveau du mur, du sol, des ventilateurs et sous les caillebotis, où naturellement les résidus étaient quand même un petit peu éliminés. Alors, on peut pas forcément dire que c'est dû uniquement à la solution antigerminative, parce qu'on est en condition agriculteur et qu'on ne peut pas réaliser ça au niveau des conditions expérimentales. Donc, il faut aussi savoir que c'était la première année où il n'y avait pas de campagne de CIPC, donc il y a forcément la ventilation naturelle du bâtiment hein, quand les pommes de terre sont stockées, et également une ventilation, une aération entre le déstockage et la partie des prélèvements, qui peut aussi aider à enlever une partie des résidus. Donc on ne peut pas trancher, dire vraiment c'est à cause, enfin grâce au dormir. Et aussi ce qu'il faut également voir, c'est que par exemple si on regarde les résidus de CIPC au niveau des ventilateurs, au début de la campagne, on était à 69 000 mg par mètre carré. À la fin de la campagne, on était à un peu moins de 4 000. Alors c'est déjà une très belle diminution, mais on n'est pas non plus à zéro. C'est ce qu'on a pu voir également dans un autre bâtiment. Donc là, un bâtiment des années 2000 de 500 tonnes de capacité de stockage qui avait reçu de la thermonébulisation. Donc ici, on avait fait des prélèvements début de campagne, fin de campagne et après lavage. Donc on a également remarqué sur ce bâtiment-là une diminution entre le début de la campagne et la fin de la campagne de 72% au niveau des résidus de CIPC. Et une fois qu'on avait fait le prélèvement d'après lavage, on avait encore une efficacité de 94% d'efficacité des résidus. Donc au total sur la campagne, sur le ventilateur ici, on a eu 98% d'efficacité et d'élimination des résidus. Donc c'est pas forcément des choses que l'on voit de manière systématique au niveau de l'efficacité antigerminative, mais il faut savoir que ça peut quand même aider. Alors au niveau, cette fois-ci, on est au point expérimental. Je vous avais déjà commencé à présenter les premiers résultats qu'on avait eus et maintenant je peux vous les présenter de manière plus complète. Donc pour rappel, on avait récupéré des palox de chez un agriculteur qui avait forcément traité au CIPC en thermonébulisation pendant plusieurs années. Et sur ces planches-là, on avait placé certaines à l'extérieur, donc soumis au vent, à la pluie, à toutes les conditions climatiques, et d'autres à l'intérieur protégées, comme ce qui pourrait se faire pour les conditions agriculteurs. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'après 2 et 4 mois de stockage dans ces conditions-là, on arrivait à une diminution intéressante des résidus de CIPC pour les planches de bois qui étaient placées à l'extérieur. Donc après 6 mois de stockage, on a une légère augmentation de ces résidus-là. Bon, ça peut être dû aussi à de la variabilité expérimentale. Et après 12 mois de ces conditions-là, des palox mis à l'extérieur, on arrivait encore à une diminution assez intéressante. Alors c'est sûr qu'on ne va pas arriver à zéro de résidus de CIPC avec cette méthode-là, mais ça reste un levier intéressant pour pouvoir aider dans cette élimination des résidus. Donc, je vais reprendre la main pour vous parler des nouveaux inhibiteurs, sachant qu'il y en a quand même certains qui sont homologués depuis quelques temps. Donc, Auchan, vous avez l'hydrazine malique qui est peut-être le plus connu parce que c'est aussi l'un des plus vieux à être homologué. Et en cours de stockage, il y a l'éthylène, l'huile de menthe, le 1,4-DMN et arrivé fin 2021, fin 2020, l'huile d'orange. Alors ici, c'est un tableau que j'ai déjà présenté. Alors je vais juste me présenter ici l'huile d'orange. Si vous avez quand même des questions particulières, vous pouvez toujours les poser pendant le chat. Alors l'huile d'orange, elle est commercialisée sous le nom Argos par la société UPL. C'est une huile essentielle qui a pour objectif d'être curatif. Donc ça rejoint la catégorie de l'huile de menthe. Et il permet donc de nécroser les jeunes germes.
Donc, il peut s'appliquer par thermonébulisation. Donc là, on est sur des températures de 180-190 degrés. Et il y a également une homologation pour nébulisation à froid. Donc, pour l'huile d'orange, c'est conseillé d'appliquer au stade point blanc, parce que comme c'est un produit qui est curatif, ça ne servira à rien de l'appliquer trop tôt s'il n'y a pas de germes, sachant que c'est un produit qui n'a pas une forte rémanence dans les tubercules. Et éviter de l'appliquer trop tard, parce que soit on n'arrivera pas à nécroser des germes qui ont été trop développés, ou soit il peut rester un petit résidu de germes noirs qui peut poser problème visuellement pour de la vente. Donc, l'huile d'orange, c'est un produit qui est volatile et il faut, comme quasiment tous les autres produits appliqués en stockage, l'appliquer dans un stockage qui est assez relativement étanche, qui est quand même adapté à recevoir de la thermonébulisation. Il est actuellement homologué en agriculture biologique, donc il n'est pas soumis à des limites de résidus. Et au niveau de ses applications, ce qui est actuellement homologué, c'est qu'on peut faire jusqu'à 9 applications de 100 ml par tonne. Alors, les 9 applications, c'est bien entendu à appliquer lorsqu'il y a des germes. Donc, ça va bien sûr varier selon les variétés. S'il y a des variétés qui ont un court repos végétatif ou en fonction de votre température de stockage, il y aura forcément cette variabilité du nombre d'applications à réaliser. Le délai de vente est de 48 heures. Et au niveau des coûts indicatifs, là, comme je vous le disais, selon la pression germinative, on serait entre 10 à 18 euros par tonne. Et si on réalise une application d'hydrazine malique au champ au préalable, on pourrait être à 8 euros de la tonne, puisque ça permet au moins de décaler la première application en cours de stockage. Au niveau des avantages et des points de vigilance à avoir, donc, ce qui est intéressant avec l'huile d'orange, c'est qu'il y a un effet curatif sur les jeunes germes, donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Et il s'applique également par thermonébulisation. Donc, c'est un procédé qui est bien connu maintenant par tous les agriculteurs, de par notamment le CIPC. Là où il faut être vigilant, comme je vous le disais, c'est appliquer rapidement au début de la germination pour ne pas être dépassé par des germes trop conséquents qu'on aurait du mal à rattraper ou alors par des résidus noirs. Et au niveau de l'odeur, alors on a eu pas mal de retours avec le dormir et le bioxème au niveau d'une odeur qui pouvait être gênante. Alors nous, au niveau de l'huile d'orange, on n'est pas forcément trop embêté parce qu'on n'est pas toute la journée dans notre cellule expérimentale, mais c'est quand même une odeur qui est assez forte et qui du coup pourrait également poser ce même type de gêne. Donc je vais maintenant passer à la partie présentation des résultats, avec tout d'abord l'hydrazine malique. Donc pour l'hydrazine malique, on a réalisé 3 campagnes d'essais successifs pour tester sur des 3 variétés féculières ce que pouvait avoir comme impact 3 dates d'application d'hydrazine malique. Donc pour ces essais-là, on a fait une application d'hydrazine malique au champ mi-juillet, une début août et une fin août sur les différentes parcelles. Et on s'est intéressé au rendement et également à l'impact sur la germination de ces tubercules-là. Alors si on regarde tout d'abord le rendement, alors en 2018, par rapport à notre témoin non traité, la date où on avait une légère baisse de rendement, c'était plutôt début août. En 2019, toujours par rapport à notre témoin non traité, c'était début août et fin août, on était légèrement inférieur par rapport à notre témoin. Et en 2020, c'était mi-juillet. Donc, ce qu'on s'est aperçu au cours de ces 3 campagnes d'essai, c'est qu'on n'avait pas d'impact significatif sur le rendement. Ce qui va vraiment impacter au niveau de l'hydrazine malique, c'est de bien respecter les conditions d'application qui sont conseillées, notamment de ne pas appliquer sur de la végétation qui est en stress et qui du coup pourrait avoir un impact. Au niveau de la germination. Ici, on s'est intéressé à cette germination-là sur notre indice de germination qui va de 0 à 100, 100 étant notre maximum. Donc après 5 mois de stockage à 7,5 degrés. Alors, vous avez les résultats pour 2018 et 2019. Forcément, 2020, nos tubercules sont encore en cours de stockage et on ne peut pas donc vous présenter ces résultats-là. Ce qu'on s'est aperçu au cours de ces 2 années de stockage, c'est que pour les 2 premières applications, mi-juillet et début août, on avait une tenue en germination qui était assez similaire. Et par contre, l'application fin août, on a quasiment vu de manière systématique qu'on avait tendance un petit peu à décrocher par rapport aux 2 premières applications. Alors, on est toujours plus efficace que si on n'avait pas traité, mais si vous êtes amené à traiter de manière un petit peu plus tardive pour justement coller mieux aux différentes conditions d'application, il faudra être un petit peu plus vigilant, selon certaines variétés, sur le stockage derrière où ça pourrait redémarrer un petit peu plus vite qu'en temps normal.
Au niveau de l'éthylène, donc sur un essai réalisé 2019-2020, on a appliqué 20% de restraint sur des variétés industrielles, donc ici on était sur Fontane et Marquies, et on s'est intéressé à l'indice de germination après 8 mois de stockage à 7 degrés, et on a également regardé l'indice de coloration tout au long de ces 8 mois de stockage. Alors ici, pour la germination, on a notre modalité éthylène et on a une modalité de comparaison, à savoir ici l'huile de menthe. Donc au cours des 8 mois de stockage, on a une très bonne tenue de la germination dans nos deux modalités. Ici, vous voyez, on n'a pas dépassé quasiment les 5 d'indice de germination. Au niveau de la coloration à la friture, donc pour Fontane et Marquies, ici, durant les premiers mois de stockage, on a une bonne tenue de la coloration. On a commencé à avoir une augmentation de celle-ci à partir de mai. Et donc, on s'est posé la question de l'impact que pourrait avoir un reconditionnement sur justement cette augmentation à la coloration. Donc, on a réalisé un premier reconditionnement, donc 15 jours à température ambiante fin juin, et on a également fait un deuxième reconditionnement plutôt mi-juillet, fin juillet. Alors, c'est ce que vous pouvez voir ici. Alors, ce qu'on en a conclu après le premier reconditionnement, c'est qu'on arrivait à bien rattraper cette coloration-là. Avec notre modalité éthylène, on arrivait du coup à rattraper et à devenir à un taux de coloration sur la modalité ici de comparaison de l'huile de menthe. Par contre, sur un reconditionnement qui a été plus tardif, où là la coloration avait encore réaugmenté, on a quand même rediminué cette coloration, mais on n'arrivait pas à redescendre réellement cette coloration-là. Donc il faut être vigilant. Ça peut être quelque chose d'intéressant à tester, mais qui a quand même ses limites. Donc, pour l'éthylène et les variétés de transformation, pour conclusion un petit peu, c'est que pour le moment, c'est conseillé pour Fontane et Marquies, où là, normalement, on est sûr qu'il n'y aura pas de souci de coloration à la friture. Il est quand même conseillé d'avertir l'industriel pour qu'il y ait un suivi plus rigoureux, notamment sur la fin de campagne où on peut faire des contrôles réguliers de la coloration. Comme vous l'avez pu le voir, à partir de mai, on commençait quand même à avoir une augmentation et pour pouvoir intervenir rapidement si besoin. Toujours à faire attention au niveau de CO2 pour qu'il n'augmente pas trop. On conseille de ne pas dépasser les 4000 ppm de CO2, voire même les 2000, parce qu'en fait, à 2000, on peut encore rapidement faire rediminuer ce taux de CO2, alors qu'à 4000, c'est un petit peu plus long pour faire rediminuer ce taux-là. Au niveau de l'huile de menthe, on s'était intéressé à tester l'huile de menthe appliquée en thermonébulisation et également en évaporation à froid, comme vous pouvez le voir avec le procédé Xedavap. Et là, on s'est intéressé à différentes fréquences d'application. On a regardé l'indice de germination après 8 mois de stockage à 7 degrés. Donc, pour notre indice de germination, donc, nous avons testé sur Binch, Mona Lisa et Nicolas. Avec notre bioxème en thermonébulisation, on était à 360 ml par tonne. On avait une modalité de bioxème en évaporation cyclique de 2 semaines, c'est-à-dire qu'on a appliqué 25 ml par tonne sur 2 jours et on est venu appliquer ça toutes les 2 semaines. Et notre troisième modalité, on avait la même dose qui est appliquée sur 2 jours, mais cette fois-ci, on venait appliquer toutes les 3 semaines. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que notre modalité d'évaporation cyclique toutes les 3 semaines avait tendance à un petit peu décrocher. Notre thermonébulisation toutes les 3 semaines était un petit peu plus efficace, du fait qu'on venait appliquer à la même période, mais avec des doses un peu plus importantes. Et la modalité qui s'est démarquée, c'est l'évaporation cyclique toutes les 2 semaines. Donc en fait, avec le bioxème, on en revient à peu près à la même chose, c'est que c'est la fréquence d'application qui est importante, puisque dès que le germe commence à sortir, il va être directement nécrosé par l'huile de menthe. Alors que si on attend un peu plus longtemps, on a parfois du mal à rattraper un petit peu des germes trop vigoureux. Vous avez également le poids de germe ici, où on a les mêmes conclusions qu'avec l'indice de germination. Au niveau de l'huile d'orange, donc un essai réalisé aussi en 2019 et 2020, on a comparé la thermonébulisation et également à terme expérimental la nébulisation à froid. Donc ici, c'est un dispositif que nous avons dans une de nos cellules expérimentales. Et on a également comparé avec différentes combinaisons possibles pour en voir leur efficacité. Et on a regardé la germination après 8 mois de stockage à 7 degrés. Donc ici, nous sommes sur la variété Binch. Donc pour l'indice de germination, ce qu'on a remarqué, c'est que de toute façon, notre témoin, on est à 100 de germination. On a tendance à décrocher pour l'Argos qui soit utilisé à froid en thermonébulisation. C'est les couleurs en vert et en bleu clair en dessous du témoin. On a tendance à décrocher par rapport aux autres modalités que nous avons.
On a également pu constater ça sur le poids des germes. On a notre témoin qui est au-dessus de 800 grammes pour 10 kg de tubercules. On a l'Argos à froid et l'Argos en thermonucléation qui décrochent un petit peu par rapport aux autres de nos modalités. Donc, je vous présente également sur Mona Lisa, où là, je vais passer un petit peu plus de temps pour vous le présenter. Donc, ici, nous avons toujours notre témoin qui est à 100. L'Argos à froid et l'Argos en thermonucléation qui ont toujours tendance à être un petit peu au-dessus par rapport aux autres modalités. Ensuite, nous avons notre modalité Phasor. Ensuite, nous avons du Phasor qui a été suivi après avec 6 applications d'Argos. Ensuite, nous avons 4 dernières modalités. Là, on est à peu près et pareil sur l'efficacité. On a le Phasor avec du dormir et de l'Argos, du Phasor et du dormir et de l'Argos et du dormir. Bon, je vous ai également mis ici le poids de germe. On a encore un petit peu ces 2 modalités-là utilisées seules, l'Argos à froid et l'Argos en thermonucléation. On décroche un petit peu par rapport aux autres. Alors ici, c'est aussi pour vous montrer l'intérêt qu'on peut avoir à combiner différentes solutions, notamment des solutions qui ont une action préventive dans le développement des germes et des produits qui ont une action curative qui vont nécroser les germes derrière lorsqu'on n'était plus assez efficace avec de la prévention. Lors de ces TC, on s'est également intéressé à une reprise de germination après déstockage. Donc ici, nos échantillons étaient placés pendant 15 jours à température ambiante. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quasiment avec la totalité de nos produits, on avait une rémanence qui était très très courte et ça regermait très rapidement, sauf pour les modalités qui contenaient du Phasor. Donc que ici, je vous ai mis en rouge. Et là, on avait une germination qui était beaucoup plus contrôlée par rapport à les mêmes produits qui étaient appliqués, mais sans ce Phasor-là. Donc ici, on était sur des indices de germination. Sur l'échelle, on est à 100 et pour le poids de germe, on est également sur une échelle qui va jusqu'à 100. Parce qu'on s'est également intéressé à cette reprise de germination, mais cette fois-ci avec un maintien au froid à 7 degrés. Déjà, vous pouvez ici noter que sur les échelles, l'indice de germination, on ne monte que à 20 et pour le poids de germe, on ne monte qu'à 7. Donc ici, on a déjà une bonne tenue naturelle grâce à la température. Là, on a tendance encore un petit peu à avoir un effet potentiel du Phasor Star qui maintient un petit peu plus la reprise de germination, mais cette fois-ci, l'écart est beaucoup moins creusé et on ne distingue beaucoup moins l'effet que par rapport à une reprise à chaud. Au niveau des recommandations un petit peu plus générales, donc comme vous avez pu le voir, faites attention à la rémanence de ces produits-là. C'est vraiment différent par rapport au CIPC. Il faut essayer au maximum de diminuer le temps entre le déstockage et la mise en rayon. Il vaut mieux utiliser une seule variété ou à dormance similaire, puisque comme le coût est généralement plus élevé qu'avec le CIPC, si vous avez une variété qui va germer rapidement, alors qu'une autre pourrait attendre beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines avant d'être thermonébulisée par un autre produit, vous allez voilà, traiter 50% du bâtiment, alors que, enfin traiter 100% du bâtiment, alors que seulement 50% en a besoin. Il peut y avoir tout un intérêt à utiliser plusieurs produits sur la campagne. Alors, bien avec la précision de ne pas faire de mélange, on n'applique pas 2 mêmes produits en même temps. On parle bien de sur la campagne pour cumuler un petit peu tous les effets bénéfiques, tous les intérêts que pourraient avoir les différents produits et toujours combiner avec les autres leviers, les variétés à longue dormance, le froid et toujours avoir de la surveillance pour pouvoir gérer au mieux ces stockages. Au niveau des risques, alors il faut savoir qu'il y a une agressivité possible sur certains matériaux, notamment des vieux plastiques. Il faut savoir que ça peut arriver. Il y a aussi potentiellement un manque de sélectivité qui est possible, notamment avec la thermonébulisation. On applique quand même du produit à des températures très élevées sur des tubercules. Donc, il faut être peut-être un peu plus vigilant sur des variétés plus sensibles, notamment les variétés avec des peaux fines qui peuvent être un peu plus sensibles à ça. Et vous avez sûrement aussi entendu parler des incendies qu'il y a pu y avoir, notamment en Allemagne. Mais là, je vais laisser Michel rattaquer avec cette partie thermonébulisation et sécuriser les applications. Oui, merci Morgane. Donc effectivement,
Pour poursuivre un petit peu sur ces essais, à la suite des essais efficacité, donc quelques points sur la sécurité, pour les applications un peu de ces produits. Puisque alors surtout pour des producteurs qui utilisaient encore le CIPC, non pas en thermonébulisation, mais de manière plus traditionnelle, comme le poudrage ou l'UBV qui s'est été développé finalement en France il y a relativement peu de temps, mais donc qui n'avait pas forcément des bâtiments forcément très bien adaptés aussi de ce fait à la ventilation. Malheureusement, aujourd'hui, ces pratiques sont terminées et donc effectivement, il faut utiliser d'autres équipements en lien avec le produit à appliquer. Parmi ce type d'équipement, en fait, c'est la thermonébulisation qui reste quand même aujourd'hui la pratique majeure d'emploi pour les produits alternatifs, hein, puisque c'est la pratique qui est utilisée pour appliquer de l'huile de menthe, pour appliquer de l'huile d'orange, pour appliquer du dormir. C'est donc une pratique relativement nouvelle et qui, nouvelle en tout cas peut-être pour pas mal de personnes qui n'avaient pas encore pratiqué par le passé, et donc ça a occasionné un certain nombre de surprises, notamment en utilisant des nouveaux produits, puisque là, bon, effectivement, comme le citait Morgane, on a eu des problèmes. Alors en France, finalement, des incendies par thermonébulisation, il y en a déjà eu par le passé en utilisant du CIPC. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas eu trop de problèmes par l'utilisation des nouveaux produits, mais ça n'a pas été le cas chez nos voisins et même en Allemagne. Donc, il y a une série d'incendies qui sont déclarés dans les bâtiments de stockage qui ont conduit même à une interdiction d'utilisation temporaire de l'Argos et du Dormir à la fin de l'année dernière pendant quelques semaines, parce que le temps de régler un peu cette question, en lien notamment avec les caractéristiques propres au produit, et donc on va y venir. Donc là, ce risque incendie, en fait, c'était quand même déjà une problématique qui avait déjà été regardée un petit peu au niveau de la thermonébulisation. Pour maîtriser ce risque incendie au niveau de cette pratique, en fait, il faut supprimer les sources d'activation du triangle du feu. Donc, si on a un incendie, c'est qu'on a à la fois un rassemblement à un moment donné de 3 éléments. Le comburant, donc l'oxygène, là, ça, c'est difficile de le supprimer. Mais par contre, on peut chercher à agir sur les 2 autres éléments que sont le combustible ou l'énergie, donc la source d'allumage qui va entraîner l'inflammation. Donc c'est l'étincelle qui va provoquer le feu. En ce qui concerne ce combustible, ça concerne tout ce qui peut brûler, hein, et donc qui va soutenir le feu s'il se déclenche. Et donc, il est véritablement essentiel, bien entendu, de supprimer tout matériau inflammable en proximité du point de thermonébulisation. Donc ça peut passer tout d'abord déjà par une protection de l'isolant, puisque là normalement on a de plus en plus les bâtiments sont normalement même isolés, donc avec un isolant qui est plus ou moins inflammable, et le thermonébulisateur, il a une source de chaleur qui risque de jouer sur l'isolant et ensuite de causer son inflammation. Donc la protection d'isolant au niveau du passage de canon, c'est quelque chose de très important. De supprimer tous les matériaux inflammables devant le canon, des protections bois,
il n'est pas rare de retrouver quelquefois des bottes de paille qui vont bloquer des tas vrac. Là, il est sûr et certain que si on a une botte de paille qui se trouve juste devant un thermonébulisateur, ça peut risquer très rapidement de poser problème. Veillez donc aussi de ce fait d'avoir un espace libre suffisant devant le canon pour que le produit puisse se libérer le mieux possible et éviter donc une surconcentration de produit qui pourrait faciliter son inflammation. En ce qui concerne la troisième partie, donc l'énergie qui va déclencher le feu également, c'est éviter les flammes et les étincelles sur le canon. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont là plus en lien direct avec les produits, donc par le choix de l'appareil qui va entre les appareils thermiques et électriques peuvent être plus ou moins sécurisés. Donc l'avantage d'un appareil électrique, c'est que l'on peut, en tout cas par rapport à des thermiques manuels de petites capacités, donc là les appareils électriques vont permettre de gérer la température du courant d'air chaud dans lequel le produit va être introduit. Donc ça va permettre d'éviter de travailler à des températures trop élevées et limiter le risque d'inflammation. Les produits qui vont passer dans le thermonébulisateur, surtout si on applique des doses de produits assez importantes, comme ça peut être le cas avec les huiles essentielles d'orange ou de menthe, peuvent facilement, au bout d'un certain temps, encrasser un peu le canon. Et donc, il est nécessaire de nettoyer à minima avant et après l'application parfaitement le tube du canon pour éviter que ces dépôts qui subsisteraient ne viennent à s'enflammer au moment de l'application suivante. Et bien entendu, un des points essentiels, et c'est ce qui avait posé le problème chez nos voisins allemands, qui utilisent pas mal plutôt des appareils thermiques plutôt que des appareils électriques, c'est la température, voire l'impossibilité de régler la température de travail. Donc là, c'est vrai que là, nous conseillons quand même principalement d'utiliser des appareils électriques lorsque les applications sont faites par des producteurs ou des opérateurs individuels, non industriels, donc de façon à pouvoir gérer au mieux cette température d'application. Et donc là, vous voyez qu'entre les produits, entre des produits Bioxem, Dormir ou Argos, leurs caractéristiques d'inflammation sont assez différentes. Alors pour l'instant, en fait, la température d'auto-inflammabilité du Dormir n'est pas encore connue, mais elle est en cours d'évaluation. Elle est en tout cas nettement supérieure a priori aux autres produits que sont le Bioxem et encore plus l'Argos. Donc sachant que comment dire, ces produits doivent être thermonébulisés malgré tout à une température assez élevée pour garantir une certaine qualité de brouillard, on voit que en fonction du produit utilisé, les risques peuvent apparaître beaucoup plus rapidement. Donc, entre la température, par exemple, d'auto-inflammation de l'huile d'orange et la température recommandée d'application, on n'a guère qu'une cinquantaine de degrés d'écart, alors que on a plutôt une bonne centaine de degrés pour le Bioxem et même si la recommandation est plus élevée pour Dormir. Donc là, des dires de la société, la température d'auto-inflammabilité est supérieure à 500 degrés, on a encore des marges.
Donc là, le souci, c'est déjà de bien régler l'appareil à la bonne température au moment en fonction du produit utilisé, et surtout être très très vigilant lorsqu'on utilise un même appareil pour appliquer deux produits l'un à la suite de l'autre. Surtout si par exemple on a réglé un appareil pour utiliser du dormir et qu'ensuite on fait une application soit d'huile de menthe, soit d'argos. Là, on risque d'avoir des montants en température trop élevés et ensuite avoir des problèmes d'inflammation. Donc, être très vigilant sur ce point-là et surtout à réinsister encore, c'est de ne pas hésiter à avoir juste à proximité du point d'application, bien entendu, un extincteur qui est disponible pour intervenir dès que l'on voit un souci apparaître, sachant que ce souci, on peut le voir apparaître que si on a une surveillance permanente pendant toute l'application. Et donc, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux parce que avoir des applications qui peuvent durer plusieurs heures, mais surtout, il ne faut pas quitter le canon le thermonébulisateur des yeux, être en permanence à côté de l'appareil pendant tout le temps d'application. Je vous renverrai, donc là on ne va pas la détailler, au niveau d'Arvalis, sur ces aspects sécurité, en fait on avait déjà planché la chose, alors que là on n'était pas forcément encore à l'utilisation de ces nouveaux produits, mais c'était pour sécuriser également les applications de CIPC, et donc on avait édité avec l'aide et l'appui de Groupama une plaquette sécurité qui est toujours disponible en se connectant en ligne sur le site Arvalis Info. Vous frappez Arvalis Info Groupama thermonébulisation et vous allez tomber dessus. Vous avez l'adresse là qui est communiquée ici et que vous allez retrouver facilement. Et donc qui fait notamment référence également à ce que j'évoquais tout à l'heure, à une sécurisation particulière du point d'application pour limiter le risque d'inflammation au niveau du passage du canon. Autre nouveau produit, on a noté, Morgane l'évoquait un petit peu, également des signalements de défauts de sélectivité, donc dans un certain nombre de bâtiments. Bon, ça semble pas être fort heureusement et très largement la totalité des bâtiments, mais effectivement des symptômes de lenticelles marquées qui apparaîtraient après les applications de produits, des nécroses d'œil à proximité de points germinatifs. Là, dans des cas, somme toute, quand même beaucoup plus rares, mais bon, par contre, plus gênants. Donc, on a quand même quelquefois là, des symptômes qui sont avancés, présents de nécrose plus profonde, plus ou moins étendue. Donc, ces défauts de sélectivité, ce que l'on s'aperçoit, c'est que ça sont des symptômes qui sont quasiment pratiquement exclusivement présents que dans des bâtiments réfrigérés Palox à basse température, sur des variétés à peau fine, donc certainement une plus grande sensibilité de ce type de tubercule, sachant que on peut avoir quelquefois un lot atteint et le lot voisin qui n'a pas de symptômes. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, et donc pour lesquels des expertises sont en cours pour établir véritablement les causalités exactes de l'explication de ces symptômes. Sachant que des symptômes de phytotoxicité, c'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau, par l'utilisation du CIPC précédemment, c'était également des symptômes qu'on était susceptibles de trouver, alors sous une forme un peu différente, mais qui pouvaient être quand même toujours très néfastes lorsque les lots étaient atteints. Et donc, par rapport
rapport aux premières analyses que l'on fait, un petit peu des dégâts qu'on a pu avoir, c'est que les circonstances d'apparition semblent assez similaires quand même à ce que l'on subodorait ou vis-à-vis du CIPC, et donc à savoir des pommes de terre à peau fine, des tubercules immatures, mal cicatrisés, des humidités présentes en cours de conservation, des hétérogénéités également au sein du stockage. À la rigueur, la photo du haut, donc là avec du CIPC sur des tubercules repoussés, était aussi assez intéressante de ce côté-là, dans le sens où finalement on avait sur des tubercules repoussés des parties repousses qui étaient atteintes, alors que les parties plus anciennes non repoussées ne présentaient pas de symptômes de phytotoxicité. Bon, là on n'a pas vu de tubercules de ce type-là dans les lots, mais donc là bon, c'est effectivement cette sensibilité de peau des tubercules peut être quand même un facteur important à prendre en considération. Enfin, quoi qu'il en soit, donc en attendant d'avoir vraiment complètement solutionné ce problème, on peut quand même donner des préconisations renforcées donc, pour limiter les risques et voire les éviter totalement. Donc toujours conseillé de récolter de tubercules mûrs, donc avec une peau bien adhérente, en étant bien vigilant à la bonne fermeture des lenticelles. Donc toute la conduite, notamment d'irrigation de fin de campagne, c'est quand même quelque chose qui est important à considérer. La récolter dans de bonnes conditions en limitant les blessures, traiter sur des tubercules secs, bien cicatrisés, en étant tout particulièrement vigilant pour les variétés à peau fine, notamment les variétés à chair ferme qui sont souvent défanées de manière immature, voire très immature, en privilégiant également pour ce type de variétés, pourquoi pas des traitements à l'hydrazine maléique au champ, sachant que ces traitements hydrazine maléique vont permettre de décaler la première date d'intervention et donc de bien laisser le temps à la pomme de terre de se cicatriser en cours de stockage, de refermer ses lenticelles avant toute première intervention d'autres produits en stockage. Et donc, a fortiori pour les variétés très sensibles, ne pas hésiter à réduire les doses d'application des produits sur, en tout cas, les premières applications, voire les suivantes, pour limiter ce risque de manque de sélectivité. Côté stockage, là, tout ce qui concerne l'hétérogénéité de température que l'on peut observer dans les bâtiments, semble voir quand même que ça peut poser problème. Donc, on a tout intérêt à éviter des stockages trop hauts. Donc, c'est vrai que là, les bâtiments en caisse, ça permet de monter assez haut sans, comment dire, en profitant d'une charpente haute et donc pas trop onéreuse, donc de stocker une quantité importante de tubercules sur une surface limitée. On semble voir que il peut y avoir des problèmes inhérents à cela, donc faut être vigilant. Dispose en tout cas d'une hauteur de stockage homogène dans le bâtiment, éviter les dents de scie, donc un tas bien à plat, sans exagérer le coefficient de remplissage à certains endroits et d'avoir des vides par ailleurs. Et donc en fait l'objectif c'est d'éviter toute zone de confinement possible du brouillard qui viendrait stagner à un endroit donné et causer des défauts de sélectivité dans ces zones. Maintenir un espace libre dégagé devant le point de thermonébulisation de façon à éviter des projections directes sur les pommes de terre. Donc de ce fait également protéger cette zone par un matériau bien entendu ininflammable à ce niveau-là, voire protéger le dessus de tas pour les tubercules sensibles,
lorsqu'on a affaire à des températures des tubercules sensibles. Donc là, c'était déjà une pratique. Certains m'ont dit qui avaient l'expérience d'utiliser de l'huile de menthe. C'était une pratique déjà assez courante pour certains pour éviter ces défauts de sélectivité qu'on pouvait observer quelquefois sur le dessus de tas. Et en tout cas également pour l'humidité, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir des tubercules secs. Arrêter tout système d'humidification d'air pendant au moins 8 jours avant, donc de façon à bien sécher les pommes de terre. Sur les procédures d'application, là, il peut y avoir des petites fluctuations. Bon, si on reprend des grandes lignes, je pense c'est homogénéiser la température, donc couper le refroidissement 24 heures avant le traitement, ventiler en interne, vérifier l'état sec bien cicatrisé des tubercules avant l'application, choisir la bonne température de thermonébulisation, brasser le brouillard, donc éviter d'avoir un dépôt naturel du brouillard dans le bâtiment. Donc il faut faire du brassage régulier pendant l'application, homogénéiser à la fin et voire même si on va couper ensuite le système de ventilation, pas hésiter à refaire du brassage interne intermittent par la suite pour éviter l'apparition de points de rosée dans le bâtiment. Et donc ensuite remettre en marche l'installation en fonctionnement normal après 48 heures, une fois que le produit s'est stabilisé autour des pommes de terre. Et un dernier point également sécuritaire, qui valait pour le CIPC. Là, un rappel, donc on va dire, bien entendu, porter tous les EPI adaptés. Sachant que les nouveaux produits ont des caractéristiques un petit peu particulières aussi, notamment au niveau des risques d'atteinte respiratoire. Donc tout est vraiment très vigilant, très important notamment de mettre des masques pendant les applications, voire même pendant les tâches d'inspection dans les jours qui peuvent suivre dans le bâtiment de stockage. Donc là, pour avoir plus de précision, n'hésitez pas à vous référer au site IFI ANSES, qui décrit les recommandations à ce niveau-là pour chaque produit. Ne pas laisser rentrer des personnes non autorisées dans les bâtiments de stockage. Et si jamais vous constatiez un souci, un malaise, n'hésitez pas à renseigner également le site de phytopharmacovigilance de l'ANSES, pour décrire un peu ce qui est le cas que vous avez observé. Donc voilà, donc je vous remercie de votre écoute, et donc là vous pourrez également, comme voilà ici le lien vers l'article Arvalis Info qui est remis en ligne régulièrement depuis 1 an et demi, et donc vous retrouverez également pas mal de recommandations sur cet article. Je remercie Michel et Morgane pour leur intervention très complète sur ce sujet qui est à la fois très vaste et très complexe, et qui questionne énormément la filière. On est dans un vrai bouleversement autour de cet après-CIPC. Il nous faut reprendre les travaux, reprendre les habitudes que l'on avait par le passé, et il y a clairement un changement de pratique. Je remercie encore une fois l'ensemble de l'équipe, à la fois le back-office et puis les intervenants, et je vous donne rendez-vous au cours de la campagne pour diverses communications écrites, orales qui pourraient être faites. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous, au revoir.